Dieu, roi, superstar. C'est au Soleil que nous devons cette symphonie de la vie, à la seule étoile de la galaxie que l'on ne puisse observer la nuit. On sait maintenant que nous vivons dans un univers très grand et très froid, extrêmement froid, pratiquement le zéro absolu, 3 degrés au-dessus du zéro absolu. On sait aussi que dans cet univers, nous vivons dans un endroit très privilégié. Si on était quelque part dans l'univers, choisi au hasard, la vie n'aurait jamais pu se développer. Nous vivons tout près d'une étoile qui est le Soleil, et grâce à cette étoile, nous recevons l'énergie qui a permis à la vie de se développer, d'évoluer. Ça, je crois que c'est important de le dire. Dans l'univers, ça n'est pas habitable partout, loin de là. L'univers est en train de se refroidit progressivement, et ce n'est que près, à l'abri confortable de certaines étoiles, que la vie a pu se développer, en tout cas sur la Terre et peut-être ailleurs dans l'espace. Donc il y a un rapport très intime avec l'étoile qui est proche de nous. Les étoiles créent les atomes, mais ça c'est dans le passé. Mais après coup, ces atomes ne peuvent s'agencer, s'organiser. On ne peut avoir l'apparition de la vie que lorsqu'on est au voisinage d'une étoile, ni trop près ni trop loin. On dit généralement qu'il faut être dans la bande de distance qui correspond à des températures où l'eau est liquide, c'est-à-dire où la température moyenne est au-dessus du zéro et en dessous du 100. Il se trouve que notre Soleil et notre position par rapport au Soleil nous mettent dans cette bande, et c'est donc un endroit où la vie avait pu se développer. Notre étoile est une étoile assez ordinaire. Il y a 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Il y en a une variété qui vont du bleu jusqu'au rouge. Des étoiles de type jaune, orange comme le Soleil, il y en a beaucoup. Bon, on pense que c'est assez important d'avoir une étoile qui est soit de type solaire. Par exemple, si on avait une très grosse étoile bleue, ces étoiles ont une vie très courte. Elles vivent quelques dizaines de millions d'années. Elles ne peuvent pas donner naissance à la vie, en tout cas permettre à la vie de se développer, de ne pas le temps à la vie d'apparaître. Par ailleurs, si on est près d'une étoile rouge, les étoiles rouges émettent très peu de rayonnement ultraviolet, et il faut un minimum de rayonnement ultraviolet pour la photosynthèse. Donc en tout cas, la forme de vie que nous connaissons sur la Terre ne peut se développer que près d'une étoile qui est ni trop bleue ni trop rouge, et il se trouve que nous avons justement la bonne étoile pour cela. Nous sommes nés sous une bonne étoile. Aujourd'hui, toutes les planètes du système solaire ont été survolées, photographiées et cartographiées. Toutes, sauf Pluton. Pourtant, dans l'histoire des sciences spatiales, cette petite sonde qui fut larguée par la navette américaine va tenir une place bien à part. Ulysse, c'est son nom, a pour mission l'étude de notre étoile et en particulier le survol de ses pôles. En octobre 90, elle quitte la Terre. Débute alors un voyage qui va faire d'elle la sonde la plus rapide jamais lancée, 11 km par seconde. Ce n'est pas son moteur qui va la propulser à cette vitesse, mais l'ingéniosité des navigateurs interplanétaires. Bien sûr, la technique n'est pas nouvelle. On se souvient des sondes Voyager ou Galileo qui rebondissaient de planète en planète pour aller plus vite et plus loin. Mais pour Ulysse, dont l'originalité était de quitter le plan de l'écliptique, c'est-à-dire de sortir du disque dans lequel tournent toutes les planètes, il n'y avait que la formidable masse de Jupiter pour la propulser à la vitesse nécessaire.
Le passage de la sonde européenne près de la planète géante sera l'occasion d'une répétition générale pour les hommes et pour les instruments. Calcul des trajectoires, réglage fin des détecteurs de champs magnétiques et le grand bond de géant vers le Soleil peut commencer. Le pôle sud du Soleil fut survolé durant l'été 94, le nord l'été suivant. Et aujourd'hui, les astrophysiciens disposent de la première carte d'identité en 3 dimensions d'une étoile. Bien avant les observatoires de l'espace, c'est sur les plus hautes montagnes que se sont dressés les temples du Soleil. Temples dédiés à la science et choisis pour la transparence de leurs cieux. Comme ici, au pic du Midi, où l'observation de l'astre du jour est une pratique centenaire. Le chemin qui conduira les savants à reconnaître que le Soleil est une étoile parmi d'autres, soumise aux mêmes lois physiques et promise au même destin, n'a pas toujours été facile à accepter. Entre une boule de feu bien ronde qui nous inonde de lumière et de chaleur, entre le Soleil et des milliards de petites lumières froides dans la nuit, il n'est pas si facile de faire le lien. Pour le pointage, vas-y, t'as qu'à lancer l'acquisition. Sur Sérénité, ça. Quand l'étoile du jour éteint celle de la nuit, les télescopes solaires nous offrent un fabuleux spectacle. Une énorme boule de gaz, 330 000 fois plus massive que la Terre, brûle en permanence. Le secret de cette machine infernale, c'est l'énergie thermonucléaire. Chaque seconde, au cœur de l'étoile, là où il fait 15 millions de degrés, de l'hydrogène se transforme en hélium. Cette fusion, qui s'accompagne d'une grande libération d'énergie, fait briller le Soleil. Cela, c'est le principe général. Maintenant, les astronomes doivent comprendre beaucoup d'autres choses, et en particulier comment se propage l'énergie produite au centre. Voici la surface du Soleil. Ici, chaque bulle de gaz qui monte et qui explose comme dans une casserole d'eau bouillante à la superficie de la France. Comme Galilée, on peut se rendre compte par soi-même que ce calme n'est qu'apparent. Le Soleil est dans le télescope. Mais je ne peux pas utiliser le télescope normalement, puisque à l'endroit où je devrais mettre mon œil, eh bien, il brûlerait. Donc je suis obligé de projeter l'image du Soleil pour étaler la chaleur, de manière à ce que je puisse voir ce qui se passe dessus, et je découvre qu'il y a actuellement, sur le Soleil, des zones sombres qui sont les taches du Soleil. Chacune de ces taches est en fait une région beaucoup plus froide que ce qui est à côté, puisque ici il fait 3000 degrés, et là 6000 degrés. Ces taches sont plus grosses que la Terre. Ces boutons sur le Soleil sont le signe avant-coureur des tempêtes. Il y a là des champs magnétiques, des tremblements de soleil comme des battements de tambour. Alors, le spectacle des protubérances peut commencer.
Le Soleil aussi a une atmosphère, la couronne, très difficile à observer et très complexe à comprendre. Mais pour les spécialistes, l'enjeu est capital, car c'est ici que notre étoile échange l'énergie qui monte à sa surface avec le milieu interstellaire. Clin d'œil de la nature et fabuleux ballet des mondes, l'éclipse de soleil est un événement qu'il convient de ne pas manquer. Pendant quelques minutes, la Terre, la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés. Le fruit de cette communion est un soleil noir, magique et tragique. Ce rendez-vous cosmique couronné de lumière est aussi celui des chasseurs d'éclipses. Depuis 25 ans, je parcours le monde pour observer les éclipses totales de soleil. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le phénomène naturel le plus extraordinaire qui soit. À ce moment-là, la Lune masque le Soleil, mais c'est surtout une ambiance extraordinaire, particulière au pays où l'on se trouve, selon que l'on est dans la forêt de Bornéo, sur les hauts plateaux du Mexique, dans le désert du Sahara. Les choses sont pourtant les mêmes, mais toujours différentes. À ce moment-là, l'ombre de la Lune arrive de l'horizon, vous submerge à la vitesse d'un avion en réaction. Une lumière jaunâtre, violette, règne de partout. On n'y voit pratiquement plus, peut-on dire, à l'œil nu. Les animaux se sont affolés, les oiseaux sont allés se coucher, les vaches et Sylviana retournent à l'étable. C'est la fin du jour, mais c'est aussi presque une fin de monde. Un soleil qui disparaît, un soleil qui s'éteint. Va-t-il réapparaître? Bien sûr, il réapparaît. La mécanique céleste et les mathématiques sont formelles sur ce point, il n'y a aucun doute. Mais à chaque fois, c'est à la fois une mort, une naissance, et les gens qui sont sur place, que ce soit des gens du pays qui se livrent à des manifestations religieuses ou mythiques, ou ceux qui, venus du monde entier pour voir le phénomène, eh bien, ont des tressaillements, ressentent des vibrations, car cette ambiance est tout à fait particulière. À chaque fois, on se demande si le soleil va réapparaître. Il réapparaît à chaque fois. À chaque fois, on se demande si l'éclipse suivante sera aussi émotionnelle. Et à chaque fois, on repart pour en avoir la certitude. À bord d'observatoires volants, les astronomes restent dans l'ombre. Le plus longtemps possible, ils étudient la basse et la haute atmosphère du Soleil. Car c'est là, dans ces boucles magnétiques, que naissent les grandes tempêtes de vent solaire. Terres extrêmes de Spitsbergen, territoire norvégien à quelques 800 km du pôle Nord. Quelques trappeurs, les ouvriers des mines de charbon et une dizaine de bases scientifiques, voilà l'avant-poste de la civilisation. Pour les scientifiques, le bout du voyage est une petite station bien exotique en bordure d'océan glacial arctique. Mais ici, l'essentiel est invisible. Nous sommes ici sur les terres émergées les plus au nord, d'où l'on peut effectivement, pas voir, mais sentir que le champ magnétique sort de la Terre. C'est l'endroit du barreau aimanté terrestre où les lignes du champ s'écartent et vont partir dans l'espace. Les unes vers le Soleil, où elles seront recourbées par le Soleil et par le vent solaire, les autres très loin dans l'espace, où elles seront étirées par le vent solaire dans la queue magnétosphérique. Pour tous ceux qui vivent là, hommes, plantes ou animaux, c'est la nature qui impose sa loi. Mais dans le chaos des grands glaciers, dans ce monde de l'enfer blanc, elle peut être généreuse et bienfaitrice. L'armure invisible qui se dresse ici comme une ombre protège toutes les vies de la planète. Parfois, au-dessus de ces pyramides, de ces tombeaux naturels de glace et de neige, on peut l'apercevoir. Car certaines nuits, le ciel se met à danser.
C'est un bouclier qui nous entoure. Le Soleil nous envoie des particules, des atomes, et dès qu'ils arrivent au voisinage de la Terre, le champ magnétique les dévie. C'est une espèce de main magnétique qui écarte les particules pour pas qu'elles arrivent au niveau du sol. Et c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait l'expliquer. C'est ce bouclier, cette couverture, cette enveloppe qui nous entoure. C'est un espèce de couvercle dans lequel les particules glissent, mais ne proviennent pas jusqu'à la Terre. Si elles parvenaient jusqu'à la Terre, on aurait des effets assez dramatiques au niveau des mutations, des cancers, des leucémies. Ce sont des particules très énergétiques. Dans l'espace, les fièvres du Soleil sont la cause d'un intense bombardement de particules. Au plus fort des tempêtes, les astronautes doivent se cacher des rayons X et ultraviolets qui les menacent. Il faut dire que les forces en jeu sont colossales. Une forte éruption libère en quelques minutes une énergie équivalente à 100 milliards de bombes nucléaires, comme celle d'Hiroshima. Un souffle de dragon, à l'origine des célèbres pannes d'électricité qui plongeront plusieurs fois New York dans le noir. Bientôt, une armada de satellites scientifiques rejoindra les régions clés de l'orbite terrestre. En même temps, au sol comme dans l'espace, les scientifiques vont représenter en 3 dimensions le comportement du bouclier magnétique. Autour du pôle, avec des radars spécialisés dans l'observation des aurores, ils pensent éclairer d'un jour nouveau les relations Soleil-Terre. Car il faut dire qu'aujourd'hui, personne ne sait si les colères du Soleil ont une influence directe sur notre planète. Il n'y a pas de preuve. Les uns vous disent « Oh, on a trouvé une corrélation. Lorsque les taches solaires sont plus abondantes, le vin est meilleur en Bourgogne, et donc il y a une influence directe. » Bon, mais il suffit de regarder le phénomène sur plusieurs cycles, c'est-à-dire sur plusieurs fois 11 années, on s'aperçoit que ça ne tient pas du tout. Il y a vraiment très peu d'évidence aujourd'hui que le Soleil influence notre climat. La Terre est un système extrêmement stable. Ça nous rassure d'un certain côté. D'un autre côté, on ne sait pas très bien ce qu'on y fait. Et on peut influencer son avenir sans vraiment s'en rendre compte. Mais il nous faut donc étudier davantage ces corrélations et surtout trouver les mécanismes qui expliquent pourquoi ces corrélations existent. Et aujourd'hui, nous n'avons pas d'explication. S'il est évident que sans Soleil, aucune vie n'aurait pu exister, il est nettement plus difficile d'apprécier l'impact de ces variations d'activité sur la biosphère. Il y a un phénomène intéressant et assez fascinant parce qu'il est beaucoup plus proche de nous. C'est celui de la croissance des arbres. On sait que les arbres, chaque année, ajoutent un cercle. On voit ces cercles quand on coupe les arbres, quand on regarde les souches, et on peut reconnaître la croissance annuelle de l'arbre par la largeur du cercle qui a été additionné. On a pu montrer que cette croissance était cyclique, c'est-à-dire qu'il y avait une variation dans l'épaisseur des anneaux, une variation qui collait assez bien avec le cycle de 11 ans du Soleil. Et ça pose un problème. On se dit, en quoi est-ce que l'activité du solaire peut influencer la croissance des arbres? Alors on se dit, ça peut être lié à la pluviosité, par exemple. Est-ce que, par exemple, les années où le soleil est plus fort ou plus faible, est-ce qu'il y a plus ou moins de pluie? C'est pas impossible, bien que jusqu'ici, on n'ait jamais pu montrer une évidence, une corrélation entre la pluie
et l'activité solaire. Mais le fait est là, il y a ce phénomène qu'on a montré sur plusieurs souches, une corrélation entre la croissance des arbres et le cycle solaire. Alors je pense que ça montre une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la nature, tous les phénomènes sont tellement reliés les uns aux autres, il y a ce qu'on appelle des boucles de rétroaction qui font que chaque phénomène touche à un autre phénomène qui influence un autre phénomène, que des fois il suffit d'une toute petite chose, un tout petit relais pour démarrer quelque chose qui s'amplifie, et cela rend très difficile, par exemple, la météorologie. C'est bien une des raisons pour lesquelles on n'arrive jamais à rien prévoir convenablement au-delà de quelques jours, par exemple. Tous ces phénomènes qui touchent à l'atmosphère, à la météorologie, sont extrêmement fragiles, instables. Un tout petit changement amène des effets généralement tout à fait d'une dimension imprévisible par rapport à la cause. Et là, on a ce phénomène très curieux, on ne le comprend pas très bien. Cependant, ça semble admis par les meilleurs spécialistes. Le roi Soleil s'est couché, c'est dans sa place au monde des étoiles. Vega, Deneb, Altaïr, les plus brillantes ont des noms. Mais pour les autres, une multitude d'autres soleils, les mots ont perdu tout leur sens. Il y a des milliards d'étoiles sur les plaques photographiques maintenant des très grands télescopes, des milliards d'étoiles, mais presque, je dirais presque toutes différentes. Les astronomes ont coutume d'appeler cela le bestiaire des étoiles. C'est en fait qu'il leur donne presque une personnalité. Ils les assimilent un peu à des monstres ou à des animaux. En fait, certaines étoiles ont l'âge de l'humanité, par exemple. Certaines étoiles peuvent être datées de quelques millions d'années. D'autres sont sans doute nés il y a quelques milliers d'années, donc ce sont des objets strictement historiques. D'autres encore peuvent perdurer pendant des milliards d'années. Donc je crois qu'ils assimilent un peu ces objets à une véritable mythologie. Bien difficile d'imaginer que chacun de ces petits points a une personnalité et une histoire. Pourtant, les télescopes des astronomes ont surpris, partout dans l'univers, les épisodes les plus marquants de la vie d'une étoile. Et tout débute là, dans ces nuages de gaz et de poussière, dans ces nébuleuses d'hydrogène où la matière s'effondre sur elle-même jusqu'à accoucher de bébés étoiles. En fait, les conditions de leur naissance sont toujours un mystère. Mais depuis peu, on sait qu'elles ressemblent beaucoup plus à un cataclysme qu'à une paisible gestation. On sait aussi que les berceaux des étoiles sont dans ces grands nuages moléculaires et qu'ils pourraient bien fabriquer en même temps des planètes. Chaque année dans notre galaxie, une dizaine d'étoiles vient au monde. Une goutte d'eau dans l'océan de la voûte céleste. Le véritable choc, je crois que c'est la Voie lactée. Une voûte céleste normale, si je puis dire, est un semis très régulier d'étoiles. Et d'un seul coup, par une belle nuit en pleine montagne ou dans le désert, par exemple, on voit comme une immense écharpe lumineuse et on comprend que cette écharpe apparemment de gaz, c'est en fait des milliards d'étoiles qui sont par l'œil collées les unes aux autres. On reconnaît dans le ciel un petit morceau de l'architecture de l'univers. C'est-à-dire que certaines régions, je repense à la Voie lactée, certaines régions sont d'une richesse extrême et on comprend qu'on regarde à ce moment-là dans des régions de la galaxie qui sont très denses. D'autres apparaissent ponctuées d'étoiles extrêmement lumineuses et on comprend qu'on a affaire là à des régions où naissent les étoiles. On aperçoit même des taches grises à l'œil nu
qui sont en fait des lieux de formation d'étoiles, et d'autres régions, au contraire, sont presque vides. Avec un grand télescope, une balade dans la Voie lactée est une plongée dans la palette d'un peintre. Mais avec ses couleurs, les astronomes vont dresser un premier portrait des étoiles. Les bleus, ce sont les plus jeunes, les plus chaudes. Les blanches et les jaunes sont un peu comme le Soleil, adultes et plutôt calmes. Les orangés et les rouges arrivent en fin de vie ou sont toutes petites, en tout cas nettement plus froides. Mais ce n'est pas suffisant pour bien les connaître. Sur sa carte d'identité, une étoile sera définie par sa couleur, par sa luminosité et donc par sa masse. Et là encore, les extrêmes sont des chiffres astronomiques. La plus grosse étoile connue, si elle prenait la place du Soleil, engloberait toutes les planètes jusqu'à Saturne. La plus petite est 25 fois plus grosse que Jupiter. En fait, les 3/4 des étoiles ont la taille du Soleil, voire moins, et la moitié d'entre elles vit en couple ou en famille, bien tranquillement. Finalement, et c'est la grande leçon de l'astrophysique, à chaque taille et à chaque couleur va correspondre un moment précis de la vie d'une étoile. Naissance, vie et mort. Les étoiles ne sont pas éternelles. Quand les réserves de carburant sont épuisées, elles sont prises de brusques sursauts d'agonie. Elles se contractent, se dilatent et expulsent dans l'espace une grande partie de leur gaz. 10, 11 milliards d'années après leur naissance, elles restituent ainsi à l'univers la matière qui les a engendrées. Apparemment, le ciel est uniforme. Mais c'est une illusion. Et nous savons maintenant que derrière chaque étoile observable à l'œil nu se cachent des dizaines de millions d'astres, plus petits ou plus lointains. Les distances, elles aussi, sont surprenantes. Une seconde pour aller sur la Lune à la vitesse de la lumière contre 4 ans et 2 mois pour rejoindre l'étoile la plus proche. En comparaison, un voyageur imaginaire qui emprunterait le Concorde pour rejoindre Proxima du Centaure devrait patienter 2 millions d'années avant d'atteindre ce proche voisin. Et c'est peut-être l'idée la plus difficile à accepter. Le vide qui sépare chaque étoile de ses compagnes est colossal. Bien sûr, il y a des endroits un peu plus denses, un peu plus riches en étoiles. Mais en règle générale, nos voisins stellaires restent de petites lumières dans la nuit. Depuis quelques années, les sites d'implantation des grands télescopes sont presque aussi bien étudiés que les instruments eux-mêmes. Ici, sur les sommets des Andes chiliennes, les astronomes européens ont fini par découvrir le plus beau toit de la planète. À partir de là, ils comptent bien observer en direct le comportement des étoiles de leur naissance à leur mort. Entre la côte Pacifique et l'Argentine se trouve le site idéal. À l'ouest, l'océan avec des nuages qui ne montent jamais au sommet. À l'est, le désert d'Atacama, le désert le plus sec du monde. Et c'est à 1000 km de Santiago
plein nord que se construit le plus grand télescope du monde. C'est ici, sur les pistes du désert d'Atacama, que les scientifiques européens ont cherché pendant des années le site astronomique idéal. Dans la pratique, il fallait que ce soit une montagne, et de préférence une montagne isolée, en bord de mer. L'air y est plus stable, plus pur, il y a moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère, moins de poussière, bref, plus de transparence, plus de clarté. Des géologues aux astronomes, des sciences de la Terre à celles de l'univers, toutes les études vont montrer qu'il s'agit d'un endroit exceptionnel. Au sommet du Cerro Paranal, à 2600 mètres d'altitude, les conditions météorologiques sont proprement stupéfiantes. Ici, il ne pleut jamais, au pire, tous les 5 ans. Mieux encore, sur cette montagne, le taux d'humidité de l'air est le plus faible du monde. Avec des télescopes qui mesurent la turbulence, mais aussi la noirceur du ciel et la transparence de l'atmosphère, les astronomes vont conclure qu'ils peuvent compter sur 330 nuits claires par an. 3 fois plus que dans le meilleur observatoire en Europe. Ici aussi, mais c'est presque une évidence. Il n'y a pas de pollution lumineuse, pas d'activité industrielle, juste la nature, pure et très dure. En Allemagne, près de Munich, les astronomes européens se préparent donc à construire le plus grand télescope du monde. En fait, le concept est tout à fait révolutionnaire. Il s'agira de 4 télescopes, 4 miroirs de 8 mètres de diamètre qui pourront mélanger leur lumière. Avec un système très astucieux de petits vérins, ils pourront se déformer et compenser les mouvements de l'atmosphère. Plus besoin d'aller dans l'espace ou sur la face cachée de la Lune. Au Chili, les travaux d'Hercule ont débuté depuis plusieurs années. Ici, il s'agit tout simplement de raser le sommet de la montagne avec quelques charges de dynamite avant d'y poser la plus grande machine optique jamais construite. Sous les plus beaux cieux de la planète Terre, cet œil de cyclope sera une véritable révolution dans l'astronomie moderne. Il sera capable d'observer des étoiles en formation, de voir leur naissance, de détecter les enveloppes de poussière qui entourent certaines d'elles. Mais surtout, et c'est ce que nous attendons le plus, le Very Large Telescope pourra photographier des planètes autour d'autres étoiles. Peut-être plus ésotérique, mais tout aussi passionnant. Les astronomes pointeront les télescopes en direction d'étoiles brillantes dans d'autres galaxies lointaines. À plusieurs milliards d'années-lumière, ils essaieront de savoir si elles sont composées des mêmes éléments chimiques, si elles se comportent de la même façon que celles de notre Voie lactée. En fait, ce grand entonnoir de lumière reculera une nouvelle fois les limites de l'univers connu.
Rien n'a été laissé au hasard. Avec des modèles réduits, des maquettes, les astronomes ont tenté d'éliminer toutes les turbulences qui pourraient gêner l'observation. Un mauvais courant d'air, une coupole gonflable mal étudiée, et c'en serait fini de la lumière de millions de galaxies. C'est toujours en bordure du grand désert d'Atacama, dans la même cordillère des Andes chiliennes, que les plus grands observatoires de l'hémisphère sud scrutent le ciel de jour comme de nuit. Ici, l'Observatoire européen austral a installé ses coupoles sur une arête montagneuse. Il y a là des radioastronomes qui profitent de la sécheresse de l'air pour observer les nébuleuses de la Voie lactée. Il y a là aussi quelques-uns des meilleurs télescopes de la planète, dont cet œil géant, spécialisé dans l'observation des galaxies lointaines. Des ingénieurs, des astronomes, une centaine de personnes travaillent ici à l'observatoire de la Silla. Ils viennent de tous les pays du monde, dans un seul et même but, profiter des meilleurs instruments sous les cieux les plus purs. Alors, dans l'œil des caméras électroniques, la lumière des étoiles naines, géantes ou supergéantes est analysée, disséquée même, pour ajouter de nouvelles pages au grand livre de l'évolution stellaire. L'histoire de la grande foule des étoiles, c'est celle d'une lutte permanente pour l'équilibre. Toute leur vie, elles seront soumises à deux forces. D'un côté, la chaleur qui tente à dilater ces boules de gaz. De l'autre, la force de gravité qui les pousse à s'effondrer sur elles-mêmes. Quand vient l'heure de la mort, l'étoile qui ne brûle plus aussi bien se met à pulser comme un cœur. La chaleur pousse, la gravitation tire et l'enveloppe de gaz se déchire. Autour de cette étoile moribonde, la nébuleuse planétaire de la Lyre, une bulle de gaz s'échappe comme un rond de fumée. Au centre, le cœur de l'étoile, qui est extrêmement chaud, illumine l'enveloppe de matière en expansion. Partout, dans un rayon de 2 à 3 années-lumière, le vent stellaire souffle en tempête jusqu'à s'évanouir dans l'espace. Quant à l'étoile qui a perdu la moitié de sa matière dans ces terribles convulsions, elle va s'éteindre et se refroidir lentement. Celle qui était devenue une géante rouge va se transformer en naine blanche. Elle aura la taille de la Terre, la masse du Soleil, mais sera 1000 fois moins lumineuse avant de disparaître totalement à nos yeux. Voilà le destin des petites étoiles.
une vie tranquille, des bouffées de violence et une stèle funéraire sombre et tiède, quelque part dans le vide intersidéral. « 23 février 1987, 7h35 au temps universel. Dans la galaxie du Grand Nuage de Magellan, très exactement dans la nébuleuse de la Dorade à 170 000 années-lumière de la Terre, l'étoile Sanduléac explose. Pour la 5e fois dans l'histoire de l'humanité, une supernova est née. Les supernovae sont passionnantes pour les astronomes, d'abord parce qu'on les voit très loin. Une supernova, c'est à peu près 1 milliard de soleils qui s'allument en même temps, au même endroit. Donc beaucoup plus lumineux qu'une galaxie toute seule. À elle toute seule, une galaxie, c'est 100 milliards d'étoiles. Et donc cet objet peut être vu à des distances énormes. On le voit rarement dans notre galaxie. D'ailleurs, la dernière a défrayé la chronique au point d'être sur la une du Times, ce qui est quand même un événement. Mais sinon, on les retrouve dans des galaxies extérieures et pas du tout dans notre galaxie à nous. Je crois que depuis Kepler, on n'en avait pas vu avant celle de 1987. Après l'explosion de cette étoile géante, les astronomes ont dû patienter 2 ans avant de distinguer des détails dans les restes de la supernova. Une boule de feu en expansion. Voici ce qui reste d'une supernova qui a explosé durant l'été 1054. Un jour, l'étoile géante qui vivait ici s'est effondrée sur elle-même, comprimant son cœur comme un ressort jusqu'à l'explosion. Lorsque cette étoile explose, elle emporte toute son énergie sous forme d'énergie cinétique et l'atmosphère de l'étoile est poussée par cette énergie et se fait une bulle de gaz très chaud de 10 millions de degrés au départ, bon 1 million de degrés beaucoup plus tard, mais cette bulle, imaginez une bulle de gaz assez conséquente qui va faire 10 millions de degrés et qui va venir à l'encontre du milieu froid qui est autour d'elle. Donc elle va simplement repousser ce milieu froid autour d'elle, le réchauffer, en englober une partie, et c'est toute une physique, une thermodynamique très intéressante d'étudier cela, parce qu'évidemment on joue avec des densités qu'on est bien incapable d'obtenir dans un laboratoire sur Terre, et avec une quantité d'énergie au départ qui était de 10 puissance 50 erg, donc 1000 milliards de fois la luminosité du Soleil, qui est conservée dans ce mouvement d'expansion. C'est un vrai bulldozer qui traverse le milieu interstellaire. Et ce bulldozer, on essaie d'en comprendre les effets et d'en voir les manifestations. Alors ça donne des superbes draperies, ça fait toujours de très jolies photos. Beau et utile. Dans la vie de l'univers, ces cataclysmes ont une importance cruciale. Dans l'espace, la puissance de l'explosion provoque une onde de choc qui favorise la naissance de nouvelles étoiles. C'est aussi dans les supernovae que se fabriquent les atomes les plus complexes. Le carbone, par exemple, sans qui la vie ne serait jamais apparue sur Terre, est le pur produit des étoiles géantes. Que reste-t-il au centre de l'explosion quand la supernova a expulsé toute sa matière? Réponse des scientifiques, une étoile à neutrons. Les propriétés de cet astre sont bien ésotériques. Imaginez la Terre, réduite à une boule de 30 mètres de diamètre, où chaque petite cuillère de matière aurait un poids de 500 millions de tonnes. Bien difficile d'imaginer ce qui se passe dans ces conditions extrêmes. On sait pourtant que les étoiles à neutrons tournent très vite sur elles-mêmes et qu'elles émettent des flashs radio. Ces pulsars sont donc les cadavres des supernovae, ceux qui restent quand tout a explosé et qui tournent, pour les plus rapides, à 1900 tours par seconde. Et ce n'est pas tout. Au-delà de la supernova, les étoiles les plus massives continuent à s'effondrer sur elles-mêmes. Leur densité devient infinie. La lumière elle-même ne peut plus s'en échapper. Voici le trou noir.
voyage dans le temps peut être aussi dans un autre univers. Avec le jeu de tous les infinis, la physique du trou noir est aussi la limite de la science. Avec la découverte que le Soleil est une étoile, s'est imposée l'idée qu'il n'est pas éternel. Un jour, probablement dans 5 milliards d'années, les réserves d'hydrogène solaire seront épuisées. Dans le ciel, l'astre du jour va se transformer en géante rouge. Comme toutes les étoiles moribondes, il va gonfler, avaler Mercure, puis Vénus. Sur Terre, la chaleur va grimper, les glaces du pôle vont fondre, le niveau des océans monter avant de commencer à s'évaporer. La fin du Soleil sera aussi celle de la Terre. Nous verrons l'atmosphère s'évaporer dans l'espace. Et sans protection, la vie disparaîtra. Les pierres elles-mêmes entreront en fusion, comme la Terre primitive 10 milliards d'années auparavant. Quand nous aurons disparu, vaporisés par la supergéante, il ne restera plus qu'un souvenir de ce qu'était le Soleil. Autour de son cadavre, quelqu'un se souviendra-t-il qu'ici, il y avait des hommes et de la vie? On peut se demander si ça a du sens d'extrapoler à l'avenir à des distances temporelles de milliards d'années. Est-ce que ça correspond à quelque chose? Je crois que l'astronomie nous montre que oui. L'astronomie nous a habitués à parler en termes de très grande durée de temps parce qu'elle nous fait voir aujourd'hui, en vrai, en direct, des événements qui sont ceux qui, on a toute raison de penser, vont se produire dans quelques milliards d'années. Par exemple, nous connaissons des étoiles, les nébuleuses planétaires, qui sont les étoiles qui sont aujourd'hui dans l'état où sera le Soleil dans 4 milliards, 5 milliards d'années. Et donc, on peut voir ce qui s'y passe, on l'étudie. Maintenant, on a une batterie de moyens d'études, infrarouge, ultraviolet. L'étude des nébuleuses planétaires a énormément progressé. Et on voit aujourd'hui dans le ciel ce qui sera très vraisemblablement, aussi certainement que les affirmations scientifiques peuvent être crédibles, ce que sera la mort du Soleil. Donc, en ce sens, c'est une des dimensions de l'astronomie, c'est qu'on n'est pas seulement dans le très grand au point de vue de l'espace, mais qu'on est à l'aise aussi dans le très grand au point de vue du temps. Et on peut faire des raccourcis temporels extrêmement dramatiques. On peut vous dire, voilà, regardez la nébuleuse de l'hélice, voyez cette petite étoile, voyez la masse de matière qu'elle a éjectée aux alentours, voyez ces courants très puissants que l'on voit. On peut mesurer la température par le rayonnement qui est émis. Et on peut dire, aujourd'hui, on a toute raison de penser que dans 5 milliards d'années, voilà ce que verront les gens qui sont situés sur des planètes hypothétiques, pas trop loin du Soleil, quand ils regarderont le Soleil. Je crois qu'en ce sens, l'astronomie, c'est aussi la possibilité de faire des raccourcis dans le temps comme des raccourcis dans l'espace.